Je m'appelle Kevin Lavoie, je suis professeur à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. J'utilise les pronoms « il » et « lui » avec les accords masculins. On m'a invité à vous parler de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, et plus spécifiquement des réalités vécues par les personnes concernées. Ces personnes et les communautés qu'elles représentent sont souvent réunies sous l'acronyme LGBTQ, qui signifie lesbienne, gay, bisexuel, trans et queer. On ajoute parfois un plus à la fin de l'acronyme pour préciser que d'autres termes existent, comme par exemple intersexe, asexuel, non-binaire, pansexuel, bispirituel et bien d'autres. La liste des étiquettes s'allonge régulièrement. L'émergence de nouveaux termes pour se définir sur le plan de son orientation sexuelle ou affective, de son identité de genre ou de sa réalité corporelle témoigne évidemment de changements sociaux qui traversent notre société, mais aussi, et surtout, des luttes pour la reconnaissance menées par des communautés qui ont longtemps, et le sont encore, confrontées à la stigmatisation, à la criminalisation ou à la pathologisation de leur identité. Les mots sont importants puisqu'ils permettent de nommer des réalités et des expériences souvent tabous ou confinés au silence. Dans le même sens, les mots offrent des clés de compréhension pour mieux se comprendre et se connaître, et entrer en relation avec les autres. Cette ébullition lexicale peut être déstabilisante puisque ça remet en question les catégories qui se déclinent traditionnellement de deux façons, de manière binaire. Homme, femme, masculin, féminin, mâle, femelle, hétérosexuel, homosexuel. On remarque qu'un terme utilisé il y a quelques années d'une certaine manière n'est parfois plus adéquat de nos jours. C'est le cas par exemple du mot « trans », que je vous invite à utiliser comme un adjectif plutôt qu'un nom commun. On dit alors « une personne trans » plutôt que « un trans » ou « une trans », ce qui est très réducteur. Même si on n'est pas tout à fait à jour avec les termes et leurs définitions, l'important est d'être à l'écoute de la manière avec laquelle les personnes s'identifient sans forcer le dévoilement. Certes, le coming out, c'est-à-dire le fait d'annoncer son orientation sexuelle ou sa transition, peut avoir des retombées positives pour la personne concernée, mais ce n'est pas toujours accessible, ni même souhaité. Différents facteurs sont à considérer. Le climat sur le campus universitaire ou dans une classe, par exemple, la présence de modèles positifs et diversifiés dans son entourage ou dans les médias, la présence de codes de vie ou de politiques qui reconnaissent la diversité sexuelle et de genre, mais aussi qui interdisent explicitement les attitudes et les comportements à caractère homophobe et transphobe. Pour favoriser l'inclusion, il faut ouvrir des portes et non en fermer. Ça passe entre autres par la façon de formuler ou d'annoncer les choses dans nos interactions. Je vous propose 2 pistes à essayer dans votre quotidien. Truc numéro 1. Lorsque vous rencontrez une nouvelle collègue dans le cadre d'un cours ou au travail, évitez de présumer de son hétérosexualité, en lui demandant par exemple si elle a un chum, un conjoint ou un mari. L'idée ici n'est pas d'éviter un sujet de conversation autour de la machine à café, mais plutôt de formuler votre question de manière inclusive pour permettre à votre collègue d'avoir l'espace pour nommer sa réalité, sans devoir vous corriger et ainsi courir le risque de provoquer un malaise. Vous pourriez dans ce cas-ci lui demander si elle a quelqu'un dans sa vie, tout simplement. Une adaptation facile à mettre en œuvre. Truc numéro 2. Lors d'une réunion, vous pouvez, en tant qu'animatrice ou animateur, amorcer la rencontre en proposant aux personnes autour de la table ou de la mosaïque Zoom de préciser les pronoms qu'on doit utiliser pour s'adresser ou faire référence à elles. Et pour lancer le mouvement, je vous inviterai à le faire vous-même pour donner l'exemple et ainsi briser la glace. Un peu comme je l'ai fait au début de la capsule, lorsque j'ai précisé que j'utilise les pronoms « il » et « lui » avec les accords masculins. Le même truc peut être appliqué à l'écrit, dans votre signature électronique, votre porte-nom ou votre carte d'affaires, par exemple. Cette façon de faire, à l'oral et à l'écrit, a le mérite de préciser la manière de genrer nos salutations et de conjuguer nos phrases en français, et ce, en respectant le besoin de notre interlocuteur ou interlocutrice. Et si jamais vous vous trompez lors de la rencontre en mégenrant une personne, c'est-à-dire en vous référant à elle au féminin, lorsqu'il vous avait pourtant mentionné qu'il utilise les accords masculins, eh bien, vous vous excusez poliment en vous promettant de ne pas faire la même erreur par la suite. Et on passe au prochain appel. L'important ici, c'est de ne pas adopter une attitude défensive ou de vous confondre en excuses.
ce qui amènerait votre collègue à devoir vous rassurer, ce qui n'est évidemment pas le but souhaité. Voilà pour les petites pistes que je souhaitais vous partager afin de créer des interactions harmonieuses et respectueuses de la diversité sexuelle et de genre. Si vous souhaitez développer vos connaissances sur le sujet, vous pouvez suivre les travaux de Pluriel, le tout nouveau pôle d'expertise et de recherche sur la diversité sexuelle et de genre de l'Université Laval. Il est également possible de s'impliquer auprès d'organismes voués à la diversité sexuelle et de genre, que vous soyez membre de la communauté LGBTQ+, ou non, en tant que personne alliée.